Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Glanure 1. Il y a une extase de l'Axidia. Sans volonté dans un tumulte gris d'idées obscures. Cela met fin à la tentation de la lumière, à ses brûlures et consolations polies. C'est bon pour les enfants et les insectes. En voilà pour la lumière, pour la littérature qui se plie aux exigences de la clarté, de la concision et de l'efficience communicative. On pourrait le penser, mais la question n'est pas aussi aisée. Cette conviction ténébriste que Beckett consigne dans une lettre de 1937 à une amie d'enfance qui est aussi écrivaine, on la retrouve au fil de son œuvre dans des endroits clés dont le plus cité se trouve dans la dernière bande. Plus de 20 ans plus tard, elle y formule la révélation orientant le chemin intellectuel de Krapp. Dans d'autres textes, elle intervient comme des rappels le long de ce chemin d'écriture, rappel à ne point céder le passage à la facilité, à la voie la plus brève. Voie pour écrire un livre, voie d'écriture qui va se condenser en livre, en texte pour le théâtre, la radio, la télévision, condensation toujours plus brève, petit livre de quelques pages, courte pièce, dramaticule, foirade. Une écriture qui court de livre en pièce, de pièce en monologue, d'événements vocaux et visuels en épis de textes surgissant sur le sol, de ci de là, devant les pas hésitants du lecteur qui les collecte sans pourtant réussir à les mettre en gerbe. Une mise en pièce de ce réservoir de sens et d'expérience qu'est un livre, qui produit un émiettement incessant et presque obsessionnel qui devient de plus en plus tangible et concret dans les dernières années de l'œuvre, alors qu'au départ il s'en prend au bloc encombrant de la littérature en le travaillant au scalpel pour le dégrossir, pour y percer un accès. Sans se faire arrêter par les figures qu'on y rencontre, les haltes, les ports engageants qui peuvent feindre d'être des havres. Le voyage de Beckett ne concède aucune halte. Ne pas céder au chant des sirènes sans pourtant employer la maigre ruse, certes efficace pour survivre, qu'Ulysse adopte en se faisant lier au mât de son navire afin de pouvoir poursuivre son voyage. Différemment d'Ulysse, Orphée n'emploie aucun artifice pour rompre la règle que lui impose Perséphone. Se retournant pour voir Eurydice, il abolit le pouvoir du chant et ce qu'il en pouvait obtenir. Descendre dans le monde des morts pour ramener Eurydice dans le monde des vivants. C'est au prix seulement de ce reniement de l'œuvre que celle-ci peut acquérir sa plus grande dimension, ce qui fait d'elle plus qu'une œuvre. Manier ces figures mythiques marquées par la réflexion de Maurice Blanchot, obéir au moins à deux raisons ici. Le profond respect de l'un pour l'autre et les recoupements de leur parcours dont ils étaient tous les deux conscients. À la première parution du livre à venir qui contient par ailleurs des pages dédiées à la trilogie becketienne, Beckett recommande ce livre à une confidente anglaise en précisant qu'il s'y passe quelque chose de très important. L'œuvre est chemin, écrit Paul Klee. Ce chemin effrayé écartant des herbes, des ronces, pénétrant et forant des buissons, et tout aussi bien les haies et les massifs de fleurs patiemment aménagés par les maîtres de l'art d'écrire. Un lent désencombrement. Il ne s'agit point de céder aux paroles séduisantes qui agrémentent le chant des sirènes et qui sont le leur ajusté à leur proie humaine, mais de trouver la voie d'accès au silence abyssal qui se répand dans le cœur archaïque du chant. Le voyage, le chemin ne concède point de retour, ainsi qu'il en apparaît clairement dans l'expérience d'Orphée. Cheminement infini hors de l'humain vers des landes dont le corps des sirènes porte témoignage. Femmes oiseaux, femmes poissons, humanité animale régnant parmi les pierres et les rochers qui s'enfoncent dans la mer vers l'inorganique. B.S., Bella Quashua, est le personnage qui accompagne les premiers pas de B.S., Beckett Sam. C'est lui dont Dream of Affair to Middling Women, qu'il refusera de publier de son vivant, est l'autobiographie intellectuelle, et c'est lui qui est le personnage dont Morprix Zankik, publié en 1937, en français Bande et Sarabande traduit après sa mort, retrace la vie intellectuelle et sentimentale par l'intermédiaire de différents chapitres qui peuvent également fonctionner comme des nouvelles autonomes. Ces initiales en commun entre le personnage et son auteur marquent bien dès le départ l'enjeu de ce chemin d'écriture, faire œuvre à partir de traits qui agissent comme des points de mire, des sonorités, des aimants d'identification. Il s'agit dès le départ de capter les forces, forer des ouvertures vers celui qui écrit, faire tomber en cendres les masques pouvant s'interposer, émietter les champs et les systèmes de langage et de discours qui orientent, ralentissent et taclent l'individu s'engageant à écrire et qui est ici branché immédiatement sur le désastre d'être né qui alimente les premières nappes souterraines d'un mal-être qui ne doit point se faire voler la parole.
Dès les premières lignes de Bande et Sarabande B.S., alias Bella Quachua, est un lecteur attentif de Dante qui se heurte à une difficulté d'interprétation d'un passage délicat de la Divine Comédie. Lui qui prend son nom d'un personnage de la comédie, il bute sur un point très docte et académique du texte dantesque illustrant le péché de la paresse, l'accidia. Torsion de la vie sur le littéraire et du littéraire qui a prise sur la vie, qui la capture par une volonté de savoir et l'emmaillote dans le filet d'un nom. Tel est le point de départ d'un écrivain qui se sent encerclé par le littéraire dont la fréquentation des milieux universitaires puis de Joyce ne fera que renforcer le poids jusqu'au point où il ressentira le littéraire, l'académie, l'héritage joycien, le discours sur la littérature comme des entraves dont s'affranchir. Le choix du français s'avérera instrumental à cet égard. Écrire autrement dit, désentraver. Désentraver la page qui n'est jamais vierge, le langage et ses tics de discours, les strates de style, d'habitude, de formulaire littéraire. Ne plus mettre les pieds dans les territoires de la critique littéraire après ses essais de jeunesse. Fuir l'académie tout d'abord et ses promesses universitaires. Éviter les occasions de parler de son œuvre qu'offrent le succès et les reconnaissances littéraires. Préférer couper son gazon, soigner ses arbres et son verger d'ici aux mondanités littéraires. Aller voir le match de rugby France-Galles au stade de Colombes avec cet autre futur prix Nobel que sera Claude Simon, ou sabler une ou deux bouteilles de Chambertin entre amis plutôt qu'aller se mêler au Gotha salonier. Glanure 2. Non, je ne regrette rien, tout ce que je regrette c'est d'avoir vu le jour, c'est si long, mourir, je l'ai toujours dit, si lassant à la longue. Il est né à Foxrock, dans la banlieue sud de Dublin, le 13 avril 1906, un vendredi saint, et il est mort à Paris le 22 décembre 1989, le dernier vendredi avant Noël. Il était le deuxième enfant d'une famille protestante aisée et fit de brillantes études à la Portora Royal School en Ulster, où entre autres, l'avait précédé Oscar Wilde, puis au Trinity College de Dublin, où il approfondit sa passion pour la littérature française et Dante, sous l'égide de Thomas Berud-Moss Brown. Aux rencontres intellectuelles que lui procure Trinity College, il faut ajouter celle avec la pensée du philosophe irlandais du XVIIIe siècle, George Berkeley, qui a lieu par l'entremise de A. Luce, l'un des principaux spécialistes en la matière qui deviendra plus tard, en collaboration avec T.E. Jessop, l'auteur de l'édition canonique des œuvres complètes de l'évêque, lui aussi un ancien étudiant à Trinity College. Beckett est alors un jeune étudiant passionné par la culture des pays dont la langue est son principal objet d'étude, la France et l'Italie, ce qui l'amènera à se rendre durant les vacances au cœur historique et géographique de la période Renaissance de ces pays, dans ces mêmes villes où encore aujourd'hui se rendent les étudiants qui veulent y approfondir la langue et la culture de cette époque, c'est-à-dire Tours et Florence. Lorsqu'en 1927 il obtient avec grande aisance son Bachelor of Arts, qui équivaut à une licence, dans son cas précis, en français et en italien, il a les atouts pour s'orienter vers une carrière de professeur d'université, et c'est en premier lieu pour cette raison qu'en 1928 il se rendra à l'École normale supérieure pour y être lecteur d'anglais pendant 2 ans. Il obtient cette place grâce aux bons offices de Rudmoss Brown qui, outre sa qualité de spécialiste de Corneille et de Racine, s'intéressait également de près à la littérature française contemporaine et se vantait de l'amitié de poètes tels que Francis James, Léon-Paul Fargue et Francis Viélé-Griffin. De ses cours, c'est Racine qui ne cessera jamais de capter son attention par des relectures endurantes de certaines de ses tragédies, alors qu'il n'a jamais manifesté d'intérêt particulier pour Corneille. Son premier séjour de travail parisien devait s'accompagner de la préparation d'un mémoire sur Pierre-Jean Jouve et l'unanimisme. Il semble bien que cette recherche ait été rondement menée. Malgré cette tâche académique, cette période est sans doute la plus décisive de sa vie, car peu à peu ce séjour fait virer son talent et son intelligence vers le cap de l'écriture proprement dite, loin des havres de l'essai universitaire. C'est à Paris qu'il fait tout d'abord la connaissance de James Joyce, dont il deviendra l'ami, accueilli par toute la famille de l'écrivain, et même le secret collaborateur, lorsque celui-ci en éprouvera le besoin pour des raisons de santé. Cette amitié du jeune Beckett avec Joyce, de 24 ans son aîné et qui est en train de composer Finnegan Wake, le dernier volet monumental de son œuvre, offre la possibilité pour un jeune homme aux ambitions littéraires sans cesse croissantes, de pénétrer dans un des laboratoires les plus passionnants de la grande littérature du temps.
Il est indéniable que Joyce fut très tôt attiré par celui qui se présentait comme son assistant idéal, dont les origines et les intérêts étaient proches des siens. Un Dublinois doté d'une rare habileté linguistique dans l'usage de 4 langues modernes, français, italien, espagnol, allemand, du grec et du latin, ainsi que d'une solide culture académique, tout cela uni à une admiration sans voile à son égard pouvait être nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire du Work in Progress. Son adoption par le cercle irlandais et par le cénacle joycien lui vaudra de composer en 1929 son Dante. Bruno Vico. Joyce qui sera placé en tête d'Our Examination Round is Factification for Incamination of Work in Progress, qui constitue la première étude concernant le laboratoire de Finnegan Wake, touchant plus précisément le passage Anna Livia Plurabel à la traduction duquel il s'engagera avec Alfred Perron. Joyce se servira de cette dernière lorsqu'en collaboration avec Yvan Goll, Philippe Soupeau, Étienne Jolas et Paul Léon il produira la traduction définitive du passage en question. En 1930, il inaugure sa route littéraire en composant Horoscope, poème-monologue dont Descartes est le disant fictif et qui du point de vue formel est plus proche des procédés de Eliot et de Pound que de ceux de Joyce. Cette même année, avant de conclure son séjour de travail à l'École normale supérieure, il achève son admirable petit livre sur Marcel Proust qu'il intitule tout simplement Proust. À son retour à Dublin, il devient assistant de littérature française à Trinity College aux côtés de Rudmose Brown. Mais 1930 est aussi l'année de la première rupture avec Joyce, qui sera provoquée par la toquade que Lucia Joyce avait pour lui, et à laquelle il refusera de se prêter. Lucia s'éprend de Samuel qui préfère, quant à lui, garder ses distances, jusqu'au jour où il lui déclare sans détour qu'il ne veut point s'engager dans une possible liaison. Au courant de l'épisode, Joyce prend mal la chose et pense que Beckett a abusé de la confiance de Lucia en entretenant ses illusions. Il lui enjoint de ne plus mettre les pieds sous son toit. Privé du contact avec Joyce, il est entraîné par Thomas McGreevy, artisan de son entrée dans le cercle joycien, à faire la connaissance du peintre irlandais Jack B. Yeats, frère du poète William Butler Yeats qui avait obtenu le prix Nobel de la littérature en 1923. L'amitié pleine d'admiration qu'il vouera à Yeats durera au-delà de la mort du peintre, en 1957, ainsi que Beckett lui-même l'exprimera. La lumière de Jack B. Yeats brillera toujours pour moi. Cette lumière est aussi celle dont Jack B. Yeats a pénétré sa peinture, et que Beckett a senti au plus proche de ses propres ténèbres, alors que l'étoile de l'écriture joycienne semblait déjà quitter son ciel. L'amitié avec Jack B. Yeats se greffe sur une constante passion pour la peinture qui l'amènera, au cours de ses voyages, à fréquenter assidûment les musées et à y revenir contempler et scruter certains tableaux, de la peinture italienne à la peinture flamande, de Rembrandt à Friedrich et Cézanne. Elle inaugure cette puissante et persévérante communauté qu'il entendra résonner dans l'œuvre de certains peintres, ses contemporains et amis, comme les frères Van Velde, Henry Hayden, Talcott, Avigdor Arica. En 1931, après l'obtention du Master of Art Degree à Trinity College et la publication de son essai sur Proust accompagné de ses débuts d'enseignant à l'université, on peut imaginer la surprise de Rudmose Brown recevant, vers la fin de cette même année, la lettre de démission de son brillant protégé. L'écriture a eu le dessus sur le discours académique, ainsi que le laisse déjà entendre l'allant de son Proust. À juger des déplacements qui accompagneront ce choix, Paris, métropole de l'invention littéraire et artistique, a dès lors supplanté, dans l'inquiète recherche becketienne de la voie de la création, la provinciale et opprimante Dublin, où il valait mieux vivre du prestige du discours académique sur la littérature et se préserver ainsi de la défiance dont l'opinion commune enveloppait ceux qui s'aventuraient dans la création littéraire et artistique. Il s'installe donc à Paris en 1932, mais cette fois en essayant d'y vivre de sa plume qu'il associe, le plus souvent, à son remarquable don pour les langues qui lui permet de compter sur des travaux de traduction littéraire. C'est ce qui l'amène par exemple à traduire entre autres Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Malheureusement, la mort du président Paul Doumer sous les balles d'un terroriste russe, le 6 mai 1932, crée peu à peu un climat de xénophobie qui force Beckett à fuir hors de France, ses papiers n'étant pas en règle. Ainsi passera-t-il les 4 années suivantes entre Londres et Dublin. Dans L'île hémorroïdaire, il se heurte à l'incompréhension de son milieu et de ses parents,
surtout de sa mère profondément déçue après les démissions de son fils de Trinity College. Il caresse l'espoir de trouver à Londres ce qu'il avait entrevu à Paris. Il se lance alors dans son premier véritable projet de récit qui se révèle fortement métalittéraire et qu'il intitule A Dream of Fair to Middling Women. Quelque chose que lui-même décrira, après la lecture de Fielding et de Diderot, comme vendre la mèche pari passu avec l'histoire. Y apparaît le personnage clé de Bellacqua, prototype des personnages beckettiens qui attestent l'héritage de la comédie dantesque qui innervera profondément toute son œuvre. A Dream of Fair to Middling Women contient d'importantes réflexions sur la littérature en général, qui établissent déjà le caractère spécifique de son œuvre à venir. On peut y lire, en relation avec le choix qu'il fera de la langue française comme langue de création une quinzaine d'années plus tard, ses propos fondamentaux sur Racine et Malherbe. Ils n'ont pas de style, ils écrivent sans style, n'est-ce pas? Ils te donnent la phrase, l'étincelle, la marguerite précieuse. Peut-être que seulement les Français peuvent faire cela. Peut-être que seule la langue française peut te donner ce que tu veux. Truffé de renvois autobiographiques et de raisonnements sur les arts et la littérature qui constellent les conversations et les discussions des différents personnages, ce premier récit est un condensé d'accentuations joyciennes où les mots et le travail sur la parole, le passage d'une langue à l'autre, italien, allemand, français, latin, et le déploiement d'une imposante culture linguistique et littéraire montrent l'incandescence et la passion culturelle du sous-sol de son écriture. De ce réservoir s'alimenteront, en le raffinant, les nouvelles de Morprix Zankik, livre qui paraîtra en 1934. Elle pivote, elle aussi, autour de Bellacqua qui y apparaît en différents moments de sa vie, jusqu'à sa mort finale dans une clinique. Durant cette même période, il traduit Paul Éluard, André Breton, René Crevel. Mais la mort de son père William le bouleverse profondément. Désormais, il pourra séjourner plus fréquemment à Londres, grâce à la part d'héritage paternel qui lui revient. Un ami psychiatre, Geoffrey Thompson, lui fait visiter le Bethlehem Royal Hospital, aux limites du Kent et du Surrey, qui deviendra le modèle du Magdalen Merseyside de Murphy. Il compose les poèmes qui seront recueillis dans Echo's Bones, les Odes d'Echo. Il écrit des articles critiques touchant encore Proust, Dante, Pound, et également la poésie contemporaine irlandaise. Sur les conseils de Geoffrey Thompson, il entre en analyse. Il la poursuivra pendant presque 2 années, avec Wilfred Ruprecht Bion qui est à peine plus âgé que lui et qui deviendra plus tard un des grands noms de l'école psychanalytique britannique. Bion exerce alors à la clinique Tavistock, qui est le foyer de cette même école. C'est dans cette clinique que travaille également Mélanie Klein. En 1935, tandis que son analyse s'est effilochée, il a même l'occasion d'assister à une conférence que Carl Gustav Jung tient à Tavistock. De ce parcours thérapeutique restera, pour ce qu'on peut en savoir, une indéniable curiosité pour la question psychanalytique avec les courants qui l'ont agité, curiosité entretenue par une voracité de liseur qui ne se démentira jamais. Il publie Echo's Bones en 1935, termine Murphy dont le manuscrit commence alors son incroyable épopée qui le fera arriver sur la table de 42 éditeurs avant d'être accepté, 2 ans plus tard, par Routledge. Il finit par se sentir mal à l'aise à Londres et part en voyage en Allemagne, puis il revient à Paris pour s'y établir définitivement. Dans la capitale, il retrouve ses anciens amis, renoue avec la famille Joyce, rencontre Marcel Duchamp, a une liaison avec Peggy Guggenheim. À l'occasion d'une agression à l'arme blanche dont il est victime dans les premiers jours de 1938, il est transporté à l'hôpital Broussais gravement blessé. Au cours de son hospitalisation, il reçoit les visites de Suzanne Deschevaux du Ménil rencontrée quelques mois auparavant et qui deviendra sa compagne. Leur mariage aura lieu bien plus tard, en 1961. Ayant repris le chemin qui mène du côté de chez Joyce, Beckett y reprend les travaux de collaboration que lui dictent sa générosité et son admiration. Les problèmes de vue de Joyce sont devenus sérieux et ne font qu'empirer. Beckett l'assiste dans l'atelier de Finnegan Wake. Pour ce qui est de son œuvre, il s'occupe de la traduction française de Murphy avec l'aide d'Alfred Perron. Lorsque la guerre éclate, il n'hésite pas un instant à se mettre à disposition de la résistance parisienne alors même qu'il est citoyen d'un pays neutre. Pour les services rendus au réseau, il se verra décerner la Croix de guerre avec étoile d'or en 1945, sur ordre du maréchal Juin.
La citation dont nous rapportons le texte sera signée par le général de Gaulle, Becket Sam, homme d'un grand courage, qui 2 années durant a prouvé son efficacité au sein d'un important réseau de renseignement. Il a poursuivi ce travail bien au-delà des limites de sa sécurité personnelle. Dénoncé aux Allemands, à partir de 1943, il a été contraint de vivre dans la clandestinité au milieu des plus grandes difficultés. Joyce meurt à Zurich en janvier 1941, alors que Becket est occupé à Paris par son activité de résistant. En 1942, il échappe de justesse à une descente de la Gestapo. Il réussit à fuir avec Suzanne et se réfugie en zone libre, dans le Vaucluse, plus précisément dans le village de Roussillon qui se situe près d'Apt. À Roussillon, le couple Becket fait la connaissance du couple Hayden. Henri est peintre, et l'amitié que Becket éprouvera pour lui l'accompagnera jusqu'à sa mort, bien des années plus tard. En attendant, Godot garde des traces certaines de ce séjour forcé, ne serait-ce que par l'évocation qu'en fait Vladimir. Nous avons fait les vendanges, tiens, un nommé Bonelli à Roussillon. Durant cette période, il compose Watt qui, parmi ses romans, est celui qui conserve la plus profonde empreinte kafkaïenne et qui, après certains traits décisifs de Murphy, précise les grandes lignes de ce qui deviendra l'univers becketin. Bien qu'il fasse ses débuts comme écrivain français dans les années 38 à 39, traduisant ou écrivant ses propres textes parfois avec l'aide d'Alfred Perron comme on a pu le voir avec la traduction de Murphy, c'est à la Libération, de retour à Paris, qu'il se met à écrire exclusivement en français. C'est alors qu'il rédige, à propos des frères Van Velde, ses textes les plus importants sur la peinture, intitulé le premier, La peinture des Van Velde ou Le monde et le pantalon, et le second, Peintre de l'empêchement. Ces textes ainsi que les 3 dialogues avec Georges Dutuit de 1949 touchant la peinture de Talcott, d'André Masson et encore une fois de Bram Van Velde, ressassent les questions qui sont l'enjeu de son intérêt pour la peinture dont l'insistance commence à s'incarner à ce point particulier de son travail d'écrivain. Il y approfondit les questions dominantes des essais et des articles écrits durant les années 30. Il y réfléchit sur la relation sujet-objet telle qu'elle s'inscrit dans la phénoménologie berkeléienne de l'essai percipi, ainsi que sur la problématique de la représentation artistique, qu'elle soit visuelle ou littéraire, qu'il traduit par l'évolution de ce qu'il désigne comme l'empêchement de l'œil et l'empêchement de l'objet. Il aboutit à une affirmation lapidaire sur la peinture moderne, « Est peint ce qui empêche de peindre ». Il ne fait aucun doute que ce qu'il aborde comme nœud problématique de la peinture moderne le conduit au cœur de son cheminement intérieur d'écrivain. Ces textes peuvent être considérés comme les derniers d'un genre qu'il ne fréquentera plus, l'essai. Par la suite, ses interventions écrites sur la peinture de ses amis les plus chers et constants auront la forme de notes, de très brèves réflexions, voire d'un éclat de récit. En fait, alors qu'il s'est déjà aventuré dans une nouvelle lande encore non amendée avec Godot et la trilogie romanesque, les 3 dialogues, qu'il rédige lui-même entièrement en 1949, y compris les mots attribués à Dutuit, démontrent que pour lui l'essai est désormais devenu un genre impraticable. Les stratégies de l'art et de l'écriture ne peuvent plus être l'objet d'un discours qui en serait affranchi. Il n'aura plus besoin de l'essai comme genre séparé pour réfléchir sur les fondements de son activité artistique, car le récit tel qu'il va peu à peu le développer en englobera les prérogatives d'investigation, d'exploration et de spéculation. C'est avec raison que Becket pourra dire plus d'une fois aux critiques et aux journalistes lui demandant d'expliciter sa pensée, que tout ce qu'il avait à dire est déjà dit dans ses livres. L'année 1946 est riche en événements qui vont l'amener sur cette voie. Avant tout, il écrit énormément. Il a déjà rédigé Premier amour par lequel il s'est lancé pour la première fois, dans un récit à la première personne. Il n'acceptera de le publier qu'en 1970. Il commence et termine Mercier et Camier qui suivra le même sort éditorial. Puis il compose L'Expulsé, suite, qui deviendra La Fin et Le Calmant. Ces 3 nouvelles seront regroupées en 1958 dans Nouvelles et Textes pour rien. En outre, 1946 est l'année de la révélation de la voix et ou de la voie d'écriture qui allait être la sienne, épiphanie qui est en partie décrite dans la dernière bande et qui est survenue une nuit alors qu'il était en visite chez sa mère en 1945, après les ravages de la guerre et la longue clandestinité. Pour Krapp, la réminiscence de la jetée et des hurlements du vent nocturne accompagne cette révélation.
Ce que soudain j'ai vu alors, enfin clair à mes yeux que l'obscurité que je m'étais toujours acharné à refouler est en réalité mon meilleur, indestructible association jusqu'à mon dernier souffle, de la tempête et de la nuit avec la lumière de l'entendement et le feu. L'obscurité devient son allié essentiel. Elle unit brusquement les tableaux sur lesquels il s'est le plus attardé lors de ses pérégrinations dans les musées européens, avec les obsessions littéraires qu'il manifeste en relisant certains auteurs comme le Dante de l'Inferno ou le Racine de l'effacement, de l'obscurité et de la mort qui dévorent inexorablement les êtres. Vers la fin des années 60, au poète John Montagu qui, en crise de création, lui avait demandé conseil, il confia, après lui avoir raconté de cette révélation, « Ah, Montagu, ce qu'il vous faut, c'est le monologue. Le monologue. Il n'y a que ça de vrai. » La leçon des ténèbres comporte ainsi un effet bien précis dans l'ordre des stratégies de son écriture débouchant sur le support et le véhicule d'une organisation spécifique du discours qu'est le monologue, et tout aussi bien le soliloque. Aucun autre ne contrastera le flux de langage, ne réglera le parcours de la parole de l'extérieur. Le monologue peut embrasser. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.